c'est juste en tant que toi, que boîte de formation, généralement, tu viens d'un certain monde. Nous, on vient plus de l'ingénierie, donc on a plus des formations techniques et on propose des formations qui sont de plus en plus des formations pour des professionnels en marketing qui ont besoin de compétences techniques, mais qui n'ont pas besoin de coder, tu vois, qui ont besoin d'autres choses. On voulait aller vers là, mais nous, en interne, on avait quand même beaucoup de pédagogues et qui étaient très ingénieurs, donc sur du truc très technique, et on manquait. Donc moi, j'avais envie qu'on lance des offres, et pour lancer des offres, il faut avoir des gens qui maîtrisent vraiment les sujets. Donc je cherchais des gens qui faisaient des formations plus courtes, un peu plus business, donc moins de code et plus de no-code sur des sujets marketing, data et tout ça, grosses notamment. Et en interne aussi, on voulait créer une vraie équipe nouveaux produits qui pourrait en continu nous lancer de nouvelles choses. En préparant cette interview, j'ai retrouvé un task dans mon Evernote qui date de mai 2018, qui faisait suite à une excellente interview de mon guest d'aujourd'hui, Boris Paillard, sur l'excellent podcast Nouvelle École d'Antonin Archer, qui m'a entre autres donné un petit peu envie de lancer mon propre podcast débrouillard en 2019. Mais malheureusement pour nous auditeurs, ou heureusement pour lui, il a dû stopper cette émission pour lancer sa carrière artistique. Donc, on l'embrasse et je lui dédie aussi cet épisode. Euh, je m'étais noté à cette époque euh, apprendre à coder avec le wagon en fin 2019. J'ai un petit peu honte car je me suis toujours pas lancé. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'ai passé les deux tests, l'oral et en ligne. Donc normalement, je devrais commencer avec la cohorte du bootcamp de wagon de la semaine prochaine à Berlin. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je suis avec Boris Paillard qui a cofondé le wagon avec son frère il y a plus de 8 ans. Salut Boris, ça va? Salut Guy, ouais, très bien, ça va très bien. Nice. Merci encore d'avoir accepté mon invitation sur Débrouillard. J'ai plein de sujets à te proposer sur le lancement du wagon, le wagon. Il faut que je respecte la structure du nom, c'est ça? Ouais, c'est beau, tu peux le dire comme tu veux. On a une, c'est vrai que le wagon, c'est un peu partout dans le monde, et du coup, la prononciation change vachement entre les Américains, les Belges et tout ça, donc prononce-le comme tu veux. Et comment ils disent? J'imagine ici en Allemagne, ils doivent dire Et wagon bah, avec ouais, le wagon. les Américains, c'est très le wagon, tu vois, c'est très genre un truc comme ça. Les Belges, c'est le wagon, tu vois, c'est un peu plus rond, mais Wagon. ouais, c'est assez marrant. Nice. Yes, donc je voulais qu'on parle aussi de ton rapport au bootstrap d'une boîte, votre levée de 19 millions de dollars, le build-up notamment avec une boîte comme Emile, dont j'ai reçu l'un des cofondateurs, Paul Mokovic, et bientôt son associé Thomas Boutefort. Magnifique interview, je vous recommande d'aller check sur le site internet débrouillard.io. Donc, plein d'autres sujets. Je ne sais pas si ça te va comme programme. Moi, ça va parfaitement. Yes. Donc, avant de parler de tout ça, je te propose, si tu le veux bien, de te présenter succinctement, mon cher Boris. Ouais, avec plaisir. Je m'appelle Boris Paillard, je suis le CEO, un des cofondateurs du coup cette compagnie qui s'appelle Le Wagon. On est un des leaders mondial dans la formation immersive au métier de la tech. On a des formats et des formations de reconversion pour des gens qui veulent trouver un travail en tant que développeur web, en tant que product manager, en tant que data analyst, un peu dans tous ces nouveaux métiers techniques. Et maintenant, depuis l'acquisition Emile, on a aussi des formations pour des gens qui veulent monter en compétences dans leur métier, c'est-à-dire être meilleurs et plus créatifs dans leur métier grâce à des compétences un peu plus spécifiques au marketing, aux produits ou dans plein de types de rôles. C'est une boîte que j'ai cofondée donc ouais, avec mon frère et un troisième associé il y a 9 ans. À la base, moi, c'était ma première entreprise, donc on pourra en parler. C'est Mhm. vraiment, j'avais pas du tout Je savais même pas que tu d'expérience. avais un troisième associé qui est rentré après ou il est là depuis le début? En fait, il était pas au tout départ, mais il était là tellement tôt, il a été tellement important que pour moi, c'est pareil, hein, c'est cofondateur. D'ailleurs, on en parle comme un cofondateur et on a le même nombre de parts et cetera. Donc tu vois, c'est vraiment un truc, c'était quasi au tout début. Voilà, il était pas là on va dire le premier jour, mais au bout de 3 mois, au bout de ouais, de 3-4 mois, il a été hyper important par la suite.
Donc voilà, après, je sais pas si tu veux qu'on revienne un peu sur les débuts, mais c'est vrai que moi, ça a été ma première boîte après avoir travaillé 3 ans. Et du coup, ouais, Mmh. j'ai pas forcément. Je pense que si je remontais une boîte aujourd'hui, je me poserais peut-être plus de questions sur la culture, la vision, plein de trucs évidemment. Mais bon, pour l'instant, ça fait 9 ans et c'est encore parti pour durer un petit bout. Donc, so far, so good, on va dire. C'est pas des questions qui interviennent, actuellement, même si la boîte, elle est beaucoup plus âgée, c'est pas des questions qui reviennent vu que j'imagine qu'il doit y avoir un renouvellement des collaborateurs, donc à chaque fois, peut-être qu'il faudrait, revoir, est-ce c'est quoi, la culture puisque, c'est quelque chose qui, à mon avis évolue, avec le temps. Ouais, tu as complètement raison. Et d'ailleurs, en fait, je te parle de ma première, tu vois, aventure entrepreneuriale parce que je vois maintenant les serial entrepreneurs, donc les gens qui ont fait plusieurs entreprises parce qu'ils ont revendu vite ou ben, pour plein de raisons, ou parce qu'ils ont échoué par exemple parfois, ce qui arrive. Mmh. En fait, tu apprends vachement en faisant une première fois. Quand. Et moi, la culture, je pense que quand c'est ta première entreprise, c'est pas très. Enfin, en gros, peut-être qu'en France, on ne comprend pas forcément toujours les enjeux de culture parfois parce qu'on Mmh. est peut-être. Enfin, moi, en tout cas, j'avais fait une école d'ingé, donc les ingés, c'est pas la culture, c'est ce qui remplace les process un peu, ce qui fait que ta boîte, elle marche, tu sais pas pourquoi. Mais tu as du mal à, tu vois, quand tu es un peu dans un très analytique, hein, à mettre des mots dessus. En revanche, c'est vrai que quand tu grossis et que les choses vont plus bien, tu te rends compte de ces enjeux de culture. Hein. Tu te rends compte de dans tes processus de recrutement, dans le fait qu'il y ait trop de process dans ta boîte, dans plein de choses, hein, qu'en fait, tu te poses des questions pourquoi c'est comme ça, pourquoi il y a des mauvais comportements. Et peut-être que ma culture, elle a bougé, ou peut-être parce qu'elle n'est pas assez incarnée, elle est pas assez aussi mise en place de façon opérationnelle. Et c'est là où, en fait, tu te rends compte que la culture, c'est clé, quoi. Parce qu'au tout début, c'est toi, tes cofondateurs, et puis des gens passionnés autour de toi. Et donc, la culture, il n'y a même pas besoin on va dire, de l'écrire, d'essayer de la maintenir, parce elle émane d'un groupe de gens qui sont un peu dans le même état d'esprit, quoi. Et quand tu grossis, tu te rends compte que c'est important. Et du coup, si tu remontes une boîte et t'espères que ça va être gros, je pense que tu essayes de formaliser ça beaucoup plus tôt, quoi. Voilà. Yes. Donc du coup, toi, tu es originaire de Paris? Ouais, je suis originaire de Paris. Enfin, je fais mon enfance un peu dans les Yvelines, chez mon père, et à Paris chez ma mère. Mmh. Voilà, c'est un peu enfance classique, 3 enfants, 2 parents ophtalmologistes divorcés, qui aimaient bien. J'ai pas eu tu vois, j'ai un rapport très bon à l'éducation. Il y a plein de profils d'entrepreneurs dans la EdTech euh, qui ont des vraies histoires par rapport à la formation. Moi, j'ai eu un parcours scolaire assez classique et on va dire tranquille. J'étais Mmh. plutôt bon élève. Voilà, j'étais un peu euh, sur un parcours classique de bon élève enfin, tu vois, qui fait une prépa, qui fait une école d'ingé, donc un truc très linéaire. Euh, Après, j'ai des parents qui ont toujours aimé bouger, enfin juste déménager, changer de projet, tout ça. Donc je pense qu'il y a aussi toujours aimé le changement. C'est un truc aussi plus qui est personnel, hein, qui est un peu dans ma famille. Expat ou Non, mais même c'est bizarre, mais ma mère, c'est parce que ophtalmo, pas un boulot où tu changes beaucoup, quoi. T'as sont ton les 2? cabinet. Ce sont les 2 qui Les sont deux sont ophtalmo, ouais. Mais ma mère, je sais pas, elle a toujours un truc de imagine les conversations le soir à table. bah, ils étaient divorcés, donc ça va, ils étaient avec. OK. On avait plein de beaux-parents différents, enfin d'autres beaux-parents, enfin, qui faisaient d'autres trucs. C'est plus, je sais pas, une envie de bouger. Donc ma mère, elle faisait d'autres boulots à côté Mmh. de son boulot d'ophtalmo. Tu vois, elle suivait des trucs de coaching. Elle essayait toujours de faire d'autres trucs. Mmh. Et elle tenait pas trop en place. Par exemple, j'ai déménagé, c'est un peu débile, mais j'ai déménagé, je pense, 5 fois dans le 14e arrondissement à Paris. Tu vois, tous les 2 ans, elle en avait marre. Hein, de là où on habitait, donc elle louait un autre appart. Donc, je sais pas, il y a un peu c'est des souvenirs que j'ai, parce que quand tu es entrepreneur, tu te demandes pourquoi, d'où certains trucs te viennent. Et moi, c'est vrai que je pense que c'est des choses de mes parents qui m'ont marqué sans que je m'en rende compte. C'est un peu anecdotique, mais en fait, ça m'a donné un peu le goût du changement, de se remettre en question, des choses comme ça, quoi. Yes. Donc école prépa, Supélec, c'est ça? Moi, j'étais à Centrale, mais maintenant, ça a fusionné avec Supélec. Donc maintenant, ça s'appelle Centrale Supélec. À Mmh. l'époque, tu avais 2 écoles d'ingé, tu avais Centrale et Supélec. Mmh. Mais maintenant, c'est la même chose. Ils ont fusionné. Donc, ouais, j'ai fait une prépa. Ensuite, je suis allé à Centrale pendant 3 ans. J'ai fait une année de césure à Hong Kong. Et je faisais des mathématiques appliquées. Parce que j'aimais bien les maths. Moi, c'était un peu j'étais en prépa maths sup. Euh,
je sais pas, je trouvais que j'aimais bien l'abstraction des maths, écrire des équations, résoudre des problèmes. Et à l'époque, là, c'était au tout début de la tech, hein. Donc ça, moi, j'ai sorti d'école Mmh. en 2008. Et du coup, bah, je voulais continuer à faire des maths sans me poser trop de questions sur vraiment quel métier je veux faire, quel impact je veux avoir. Franchement, j'étais pas très mature, hein. Je Ouais, vois aujourd'hui, je sais pas, je vois des profils plus jeunes qui sont tellement matures par rapport à ça, par rapport à qu'est-ce qu'ils veulent, l'impact qu'ils veulent avoir, enfin, qui se posent tellement de questions beaucoup plus profondes. ouais. Moi, j'ai l'impression qu'à l'époque, j'étais vraiment un énorme teubé, qui qui se Bon, faisait c'est zéro que toi, je zéro pense que zéro question. c'est le monde d'aujourd'hui que le veut. Quand tu parles avec des jeunes, des fois, ils savent même pour quelle boîte est-ce qu'il va jamais bosser, quoi. Exactement, ouais. Et Parler chez du moi, Oracle ou de eBay, il va te dire jamais de la vie, quoi. moi, je trouve ça super, inspirant, du coup, enfin, et la maturité, je suis impressionné de la maturité des nouvelles générations. Nous, on a quand même des gens qui ont plus, tu vois, des gens qui font le wagon, ils ont plus 22, 23, enfin, à partir de plutôt 20 ans à 30 ans, on va dire, en moyenne, hein. Il y a des gens de Mmh. 50 ans, mais on a quelques profils parfois qui sont vraiment 18, 19, et en fait, qui sont dans une maturité qui est dingue, quoi.